Notre débat reprend avec nos invités. Débat sur le grand débat qui, avant même de démarrer, suscite déjà beaucoup de passion, évidemment. Robin Reda, j'allais vous donner la parole. Je rappelle que vous êtes député Les Républicains de l'Essonne. On sent beaucoup d'opposition. On sent aussi, finalement, autour de ce grand débat, beaucoup de questions. Est-ce qu'au fond, il manque aussi peut-être de la clarté et des détails? C'est une sorte de grand cafouillage jusqu'ici. Ce qui manque d'abord pour mener ce débat, c'est de la sérénité. Je dois reconnaître, sans être tout à fait d'accord avec les positions de la République En Marche et du gouvernement, qu'il faut que les violences dans ce pays cessent. Et les partis alimentés, que ce soit par Mme Le Pen, M. Mélenchon, M. Dupont-Aignan, qui refusent, en tout cas à demi-mot, de condamner les violences et qui jouent sur les peurs et les violences qu'il y a dans notre pays en ce moment, tout ça crée un climat dangereux. Un climat dangereux parce que cette concertation, elle est nécessaire. Le débat avec les Français, il est nécessaire, moi je vous l'ai dit. Mais je crois aussi que l'inflexion de la politique nationale menée actuellement par le gouvernement, elle est nécessaire et elle est plus urgente. C'est-à-dire, on ne va pas attendre les résultats et la restitution d'un grand débat national pour, sur la question des impôts par exemple, voir que c'est la première attente de nos concitoyens. C'est le début du mouvement des Gilets jaunes. C'était la colère fiscale. 350 impôts et taxes dans notre pays, champion de la dépense publique, champion des prélèvements obligatoires. On doit effectivement mener une réforme économique urgente et une réforme fiscale. Et ça ne peut pas attendre les résultats de la grande consultation nationale. Et si c'est pour revenir à un mouvement collectiviste, comme aimerait le croire la France Insoumise, où il faudrait supprimer l'ISF, où il faudrait garder une partie de la taxe d'habitation qui serait supprimée pour le reste des Français, tout ça ne fonctionne pas. C'est pas comme ça qu'on réagit. Il faut regarder en face notre dépense publique qui continue de s'accroître, les réformes de M. Macron qui n'ont pas été menées à terme et qui font qu'aujourd'hui, on continue d'être un pays qui dépense trop et qui donc prélève trop et étreint les Français alors même qu'ils veulent se libérer de cet impôt confiscatoire. Sarah Legrain, vous vouliez réagir? Je fais juste la remarque que c'est absolument pas ce que dit ce mouvement non, mais ça, quand même dans le pays. C'est la partie du mouvement que vous voulez voir. Ou je peux vous le dire inversement. Le mouvement qui s'est exprimé, les Français qui sont exprimés, sont les Français qui ont marre de payer toujours trop d'impôts. Ce que je note, c'est que vous avez tout intérêt à dire ça et que vous... Avoir moins de services publics et avoir une dépense publique qui s'accroît et on ne sait pas où elle va, parce que c'est ça. Aujourd'hui, on a un État qui est obèse, qui est inefficient. Et Emmanuel Macron, qui avait promis des réformes de structure, vous voyez comment de le grand débat de la permet en dépense fait publique, d'articuler des débats entre gens qui pensent pareil, qui ont la même politique libérale, qui ont les mêmes cadeaux fiscaux à faire aux riches, et qui ne proposent en aucun cas de revenir... M. Macron n'a pas baissé les impôts, surtout pas pour les classes moyennes, qui continuent de payer l'essentiel de l'impôt en France. Aucune réponse démocratique, parce que je ne sais pas où est-ce que vous allez aller chercher vos impôts sur les riches. Les Français, aujourd'hui, ne sont pas riches. Et ce sont les classes moyennes qui payent l'essentiel de l'impôt en France. J'aimerais avoir votre sentiment à tous sur ce sondage Elab pour BFM TV qui montre que l'opinion des Français évolue. C'est normal, au fond. 9 semaines de crise, 9 semaines de mouvement. Les Français ont le droit d'avoir une opinion un peu fluctuante. Que dit ce sondage? 60% approuvent toujours le mouvement des Gilets jaunes. Dans ces 60%, on comprend ceux qui ont de la sympathie et ceux qui soutiennent. C'est une petite nuance que fait notre sondeur. Vous avez le détail précis, là, tous ceux qui nous interrogent là, sur ce chiffre. Voilà, vous avez 31% de Français qui soutiennent et 29% qui ont de la sympathie. C'est une nuance. Est-ce que cela veut dire que malgré tout, c'est 10 points de moins qu'il y a 3 semaines, qu'il y a une sorte de vent qui tourne un peu? Est-ce que c'est ce que vous espérez d'ailleurs? J'allais vous dire, cher Bruce Toussaint, que c'est pas notre objectif. Je crois avoir déjà eu l'occasion de vous le dire. C'est-à-dire que moi, ce que je regrette un peu dans ces questions, c'est quand on globalise les Gilets jaunes. Tout à l'heure, et à juste titre, on était en train de discerner entre les violents et puis tous ceux qui, très légitimement, ont exprimé des attentes, des difficultés. Donc quand on dit, est-ce que vous soutenez les Gilets jaunes, vous comprenez, c'est assez confus comme question. Maintenant, je vais quand même rendre hommage aux sondeurs, qui savent que bien leur travail. Et c'est intéressant parce qu'on voit entre soutien et sympathie, on peut deviner, mais on est obligé de deviner, c'est pas très précis. Moi, je rêve d'un sondage qui poserait des questions un peu plus précises, qui nous permettrait de mieux les interpréter. Et on voit que voilà, il y a peut-être là-dedans des gens qui soutiennent vraiment la radicalité et beaucoup de Français qui ont de l'empathie, mais ça, je dirais que je m'inclurais aussi. J'ai écrit avec beaucoup de collègues de La République En Marche au mois de décembre une tribune qui s'adressait aux Gilets jaunes et qui disait non seulement on comprend
votre colère, mais nous la partageons et elle est au fondement de notre engagement. Et donc, si vous voulez, moi aussi j'ai de la sympathie pour les Gilets jaunes. Je suis où là-dedans, vous comprenez? Donc, il y a quand même un problème. Non, mais pas du tout. Mais pas du tout. Et avec M. Griveaux, vous êtes d'accord? Je suis désolée, mais vous êtes tout le temps en train de jouer sur cette confusion entre la réponse sécuritaire qui s'impose contre tout de même, je veux dire, des choses extrêmement graves qui se passent dans notre société. Et puis à côté, un mouvement qui a été écouté parce que, il y a un plan et une... Excusez-moi, je réponds et vous répondez après. Un état d'urgence avec des mesures sérieuses qui ont été prises. Deuxièmement, un cadre qui est mis en place et qui n'est pas du tout un gadget et qui peut-être d'ailleurs devra être réitéré dans le temps et ce sera peut-être notre manière de ne pas passer à côté de certains besoins. On débat, on débat. Eh bien, les Gilets jaunes, oui, on les soutient, on les comprend, on a de l'empathie pour eux. Oui, vous avez de l'empathie, mais enfin, donc je veux juste... Mais question faite pour qui est-ce qui est responsable de cette violence et de l'ampleur de ces mouvements dans la rue? Depuis 7 semaines ou 8 semaines, mais d'abord depuis le début de votre mandature. Qu'est-ce qui est responsable de cette violence? Depuis le début de votre mandature, madame, et depuis 7-8 semaines, depuis que ces Gilets jaunes expriment leur colère dans la rue, vous les avez insultés. Je ne parle pas de vous personnellement, madame. Un certain nombre de ministres du gouvernement les ont insultés, les ont méprisés, arrogance. Mais ça a été insupportable de la part d'Emmanuel Macron comme de la part des ministres. Monsieur Darmanin, Monsieur Castaner. Ces gens sont exaspérés. Et qu'est-ce que vous faites derrière? Rien du tout. Il y a un débat qui, je crois franchement, est une forme de blabla qui permet d'essouffler et de calmer un petit peu les choses. Mais je le disais tout à l'heure, mais pas un mot sur le taux de prélèvements fiscaux qui est le plus important au monde. La proportionnelle, le seul pays en Europe où la France n'a pas la proportionnelle. Mais ne soyez pas démagogique, vous voulez aussi un service public fort. Vous êtes aussi à l'écoute de cela, et moi aussi. Mais les Français donc gouverner, c'est choisir, disait un grand monsieur qui s'appelait Pierre Mendès. Comment vous expliquez, madame, laissez-moi terminer mon propos. Madame, laissez-moi terminer mon propos. Il ne faut pas être dans la démagogie. Laissez-moi terminer mon propos. Les gens ne demandent pas plus de services publics, ils demandent de garder leurs services publics. Et vous leur retirez dans les zones rurales des gares SNCF, vous leur retirez des maternités, vous leur retirez des écoles publiques. C'est faux. Ils souhaitent simplement que l'équilibre et l'aménagement du territoire soient respectés. Vous avez créé des hypermétropoles. C'est une erreur, madame. Vous avez été d'une arrogance, vous êtes d'un mépris avec un certain nombre vous êtes dans l'invective, monsieur. Mais non, je ne suis pas dans l'invective, madame. Je suis dans le constat. Il y a 9 millions de gens qui vivent avec moins de 1 000 euros par mois. Et ça, vous savez... Et c'est M. Macron qui l'a créé, peut-être, ça? Ah mais écoutez, non, je ne dis pas que c'est M. Macron. Mais M. Macron n'a rien fait. Il avait dit dans sa campagne, pas un Français dormira dans la rue quand je serai élu. Bien. Eh bien écoutez, moi je vous conseille d'aller dans la rue ce soir en rentrant chez vous et vous verrez le nombre de Français qui... Sarah Legrain, et vous verrez le nombre de Français qui couchent encore dans la rue. Alors M. Macron a été un grand leurre. Si c'est possible de s'exprimer dans ce tout le monde s'exprime. Comment vous expliquez du coup que vous avez ce mouvement qui se poursuit si selon vous, votre empathie et votre proposition de débat devait apporter des réponses? Vous voyez bien que ce qui se passe, c'est que les Français n'ont pas le sentiment que vous ayez apporté des réponses. Vous n'avez fait aucune réponse à ce qui était porté comme revendication des Gilets jaunes. Et quand vous parlez d'empathie, excusez-moi, mais êtes-vous solidaire de M. Griveaux qui a décidé que toutes les personnes qui continuent à se mobiliser aujourd'hui dans le pays étaient devenues déradicalisées? Quand vous dites qu'il faut distinguer, je suis désolée, quand on inscrit dans la loi une atteinte grave au droit de manifester, qui est une atteinte que votre groupe au Sénat, votre propre groupe au Sénat, refusait il y a quelques mois en disant que c'était une atteinte trop forte aux libertés, un risque trop grand pour les libertés individuelles. Comment pouvez-vous dire aux gens qui sont sur des ronds-points, qui aujourd'hui vont tomber sur le coup de cette loi que vous voulez faire passer, parce que, en fait, faire des débats sur le rond-point et faire des cahiers de doléances sur des ronds-points, figurez-vous que c'est tombé sous le coup de la manifestation non autorisée et d'une manifestation qui, du coup, deviendrait illégale à travers cette loi et qui permettrait non seulement de leur demander des amendes, comme c'est déjà le cas, mais qui permettrait même des sanctions plus graves. Comment pouvez-vous dire aux gens que vous faites la distinction alors que depuis le début de ce mouvement, aucune réponse n'a été faite. Les Français n'ont entendu que du mépris. Monsieur Griveaux n'a pas cessé et d'autres n'ont pas cessé leurs petites phrases envers ce mouvement. Et même le président de la République a osé parler de foule haineuse à un moment où il faut vous en rendre compte, le mouvement n'a pas faibli. Vous avez tout essayé. Vous avez essayé de discréditer, vous avez essayé de calomnier, vous avez essayé de rapprocher ce mouvement de l'extrême droite, vous avez essayé de dire que c'était des homophobes, des xénophobes. Tout y est passé. Vous avez essayé de démotiver les gens par la répression. Vous ne pouvez pas dire que rien n'a été fait quand 5600 personnes se sont retrouvées en garde à vue dans le pays, quand 1400 personnes ont été blessées, notamment par des tirs de flashball. Vous avez eu toute cette politique-là. La répression n'a pas suffi. Bien. Ça continue. La trêve des confiseurs n'a rien changé du tout. Donc maintenant, si vous n'apportez pas des réponses politiques, d'abord en répondant
aux mesures qui sont demandées. Aussi en proposant à un moment un retour aux urnes pour vérifier la légitimité des politiques qui sont faites et dont on n'a pas le droit de discuter dans ce débat. Et pourquoi pas aussi en proposant finalement de réfléchir à la constituante quand l'ensemble du pays se demande si cette 5e République permet vraiment au peuple de s'exprimer. Il faut que tout le monde puisse et vous aussi, vous avez tout essayé pour les récupérer, vous n'avez pas réussi non plus. Hein. Mais de quoi parlez-vous? Mais de quoi parlez-vous? Parce que précisément, si vous voulez, ça vous dérange que leurs revendications soient les mêmes que ce que nous portions? Vous êtes dans la caricature. Et les Français qui nous écoutent, je ne crois pas que ce soit exactement les mêmes, Madame Lebrun. Là, vous voyez le sondage, alors vous pensez ce que vous voulez, hein, pouvoir d'achat, fiscalité, emploi. Franchement, et là, il y avait toutes les revendications. Les revendications institutionnelles, elles viennent beaucoup plus loin, contrairement à ce que vous pensez que la France Insoumise, elle n'a pas de proposition sur le pouvoir d'achat, sur la fiscalité? Je rectifie ce que vous disiez en parlant de la constituante. C'est pas vraiment ça qui apparaît dans les premières propositions. Je crois justement... Il y a l'Assemblée citoyenne qui revient énormément et aussi la revendication du référendum. Sur le programme de M. Mélenchon, vous étiez sur une hausse de la fiscalité. Je parlais du sondage par rapport au grand débat, c'est pas ce qui apparaît. Pour l'instant, c'est pouvoir d'achat et fiscalité. Il a été question des violences. Je voudrais demander à Romain Reda si justement cette question des violences doit être tranchée en effet. Est-ce que vous êtes inquiet par exemple pour samedi? Moi, je suis inquiet quand je vois des policiers, des gendarmes, nos forces de l'ordre, nos pompiers se faire prendre à partie, se faire molester, se faire tabasser. Et évidemment, moi, je serai toujours du côté des forces de l'ordre républicain. Sauf quand elles tabassent, j'imagine quand même. Contre les violences dans ce pays. Et évidemment contre les débordements, quels que soient les camps. Mais effectivement, la colère, la violence que l'on connaît depuis des semaines, aujourd'hui est exacerbée, doit s'arrêter, doit laisser place au dialogue. Et moi, je suis tout à fait d'accord. Les revendications institutionnelles, elles ne servent que les partis extrêmes, que la France Insoumise, que le Front National, qui rêvent de faire table rase de notre République et qui, au fond, vont fragiliser même notre République. Mais vous pensez pas que c'est la République qui est fragilisée? Occupez-vous de la santé de votre petit groupuscule avant de donner des leçons aux autres, cher monsieur. Monsieur Lacapelle, on reparlera de ça lorsque vous... Aux élections européennes, en effet. Vous devrez effectivement dans quelques mois. Un débat aux Français. Restez humble, vous êtes responsable du diagnostic et du bilan de la France qui est à genoux aujourd'hui. Monsieur Sarkozy, 85 prélèvements supplémentaires dans sa dernière année de mandature. Merci Monsieur Sarkozy. Était au pouvoir aujourd'hui. Merci Monsieur Sarkozy. Excusez-moi. 12 500 policiers en moins par an. Voilà pourquoi aujourd'hui ils sont tabassés dans la rue. On va peut-être pas refaire le quinquennat. Non mais les Républicains manquent de mémoire et d'humilité. Le quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui était pendant une période de crise que vous n'auriez pas su gérer, il est déjà loin derrière nous. Il y a eu François Hollande entre-temps avec un matraquage fiscal sans précédent des Français, qui nous met aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes, à laquelle Emmanuel Macron n'a pas réussi à répondre en 1 an et demi de mandat. Et c'est cette inflexion politique qu'il faut faire immédiatement. Et les partis de gouvernement, comme les Républicains, qui font des propositions concrètes depuis 1 an et demi, sont prêts à y travailler dans le débat national. Bruno Jeudi, on voit la difficulté et en même temps l'ampleur de l'enjeu pour l'exécutif avec ce grand débat. Hein. Évidemment, l'opposition exprime son opinion. Enfin, il y a un enjeu énorme parce que c'est la dernière arme, la dernière carte. Écoutez, c'est la 3e et dernière arme. Il a commencé d'abord par donner raison aux Gilets jaunes en supprimant la hausse du prix des carburants. Ensuite, il a mis 10 milliards sur la table en termes de mesures sociales qu'ils ont votées rapidement à l'Assemblée. Et puis là, on va ouvrir le débat. Ce débat, ça peut être le grand foutoir, ça peut être le grand flou, ça peut être aussi une bonne chose. Il démarre dans des conditions difficiles. On va pas revenir sur Madame Joanneau qui a jeté l'éponge hier et qui devait piloter ce débat. Les ministres qui disent un peu le tout et son contraire dans les thèmes de débat, ce qu'on peut pas. C'est assez compliqué. Mais ce débat montre qu'il y a de l'appétence. Nous